Au repas de Noël, mon père n'a pas baissé la voix ni cherché à adoucir le coup, il m'a regardé droit dans les yeux devant chaque membre de la famille présent à cette table et a déclaré que j'étais une ratée inutile, puis il a pointé la porte du doigt et m'a ordonné d'aller vivre dans la rue, sans chuchotement, sans honte, juste une rupture publique nette et tranchante. Ma mère n'a pas scié, Clara a caché un sourire dans sa serviette et ma chaise m'a soudain semblé à des kilomètres de quiconque avait un jour prétendu m'aimer. Je ne me suis pas débattue, je n'ai pas pleuré, je me suis levée, j'ai lissé mon manteau et je suis sortie calmement, d'un pas assuré, portant leur jugement sur mon dos comme un poids que j'avais enfin cessé d'ignorer. Ils n'avaient aucune idée que je gagnais 20 millions d'euros par an et au moment où l'air froid a frappé mon visage, quelque chose a basculé. 3 semaines plus tard, tout ce qu'ils pensaient contrôler s'est effondré devant eux. Avant de vous raconter la suite, dites-moi d'où vous écoutez cette histoire, car je sais que je ne suis pas la seule à avoir vécu ce genre de trahison. Je m'appelle Chloé Mercier et si vous aviez vu ma famille de l'extérieur, vous auriez juré que nous étions l'image de la perfection, des cartes de vœux avec des pulls assortis, des sourires répétés, une salle à manger dressée comme dans un magazine de décoration. Mais la perfection est un excellent déguisement et mes parents le portaient mieux que quiconque. En grandissant, j'ai vite appris où était ma place et surtout où elle n'était pas. Clara, ma sœur cadette, était le soleil dans chaque pièce, l'enfant roi, l'élu. Mes parents prononçaient son nom comme un accomplissement et le mien comme un inconvénient. Elle avait droit aux cours de violon, aux stages d'été, aux tuteurs privés, tandis que moi je recevais des corvées et le rappel constant d'être reconnaissante que Clara montre un si bon exemple. Je ne rentrais pas dans le moule des Mercier. Pendant que Clara posait pour des photos, je restais éveillée tard pour apprendre seule à créer des sites web, automatiser des systèmes et réparer des choses que les gens ne savaient même pas casser. À 16 ans, quand les autres filles postaient leurs robes de soirée, je publiais mon premier projet en ligne et ma famille appelait ça une phase bizarre. Quand j'ai quitté l'université pour construire quelque chose de réel, ils ont dit que je leur faisais honte, ils n'ont jamais demandé ce que je créais, ils demandaient seulement ce que les gens allaient penser. À mes 32 ans, Clara était devenue tout ce qu'ils voulaient, soignée, charmante, assez bruyante pour remplir une pièce, tandis que j'étais devenue tout ce qu'ils rejetaient, calme, indépendante, refusant de me réduire pour répondre à leurs attentes. Et plus je devenais silencieuse, plus ils réécrivaient mon histoire à ma place. Selon eux, je ne bâtissais pas d'entreprise, je bricolais sur Internet, je n'avais pas de succès, je galérais. Ce repas de Noël n'était pas nouveau, c'était juste la première fois qu'ils disaient tout haut ce qu'ils pensaient tout bas, l'humiliation, les chuchotements, le fait de m'asseoir au bout de la table comme une parente éloignée, cela durait depuis toujours. Mais ce soir-là, quelque chose s'est brisé en moi, pas parce qu'ils m'avaient insulté, j'avais survécu à pire, mais à cause de la facilité avec laquelle ils croyaient leur version de moi plutôt que la vérité. De retour à Paris, mon Pantouse à la Défense ressemblait à une autre planète, avec ses baies vitrées du sol au plafond, le calme, l'éclairage tamisé, tout ce que j'avais construit de mes propres mains. Pourtant, leur voix résonnait encore, grattant de vieilles blessures que je croyais cicatriser et je continuais à me poser la même question. Comment des gens qui connaissent si peu votre vie peuvent-ils se sentir si confiants pour la définir ? Je ne le savais pas encore, mais leur cruauté à cette table n'était que le début, le véritable effondrement a commencé au moment où j'ai cessé d'essayer de gagner ma place dans une famille qui ne m'avait jamais voulu entière. Les jours suivants Noël semblaient étrangement vides, comme si quelqu'un avait baissé le volume du monde. J'enchaînais les réunions, les appels stratégiques, les revues de produits, tout ce que je gérais normalement avec une concentration intense, mais mon esprit revenait sans cesse à cette table à Bordeaux. La façon dont la voix de mon père résonnait, la façon dont ma mère n'avait même pas tressailli, la façon dont Clara me regardait comme si elle assistait à une scène qu'elle avait attendu toute sa vie de voir. Mais l'humiliation s'arrête rarement au moment où elle est infligée, elle a une réplique sismique. La mienne est arrivée 3 jours plus tard. J'étais debout dans ma cuisine en attendant que la bouilloire siffle quand mon téléphone a vibré avec un message de Léa, ma cousine, la seule personne de cette famille qui m'ait jamais traitée comme autre chose qu'une ombre. Chloé, je dois te dire quelque chose, ta mère a parlé. Mon estomac s'est noué. Parler comment ? Une pause, puis, elle a dit à tout le monde à la paroisse que tu es pratiquement SDF à Paris, elle a dit que tes hobbies sur Internet se sont finalement effondrés et que tu dors sur des canapés pour l'instant. J'ai posé le téléphone, la pièce tournant autour de moi pendant une seconde. Sans abri, squatting de canapé, raté de la vie.
Il ne m'avait pas seulement mise à la porte, il réécrivait l'histoire et il le faisait avec la même assurance que lorsqu'il qualifiait Clara de génie juste parce qu'elle respirait. J'ai répondu, j'ai un penthouse de 200 mètres carrés. Léa a répondu, je sais. Ils ne veulent pas savoir. Cette phrase a coupé plus profondément que le mensonge lui-même. Ils ne voulaient pas savoir, car savoir les forcerait à affronter la vérité que tout ce qu'ils avaient moqué, minimisé, rejeté, s'était transformé en un succès qu'ils ne pouvaient pas contrôler. 2 jours plus tard, la réplique s'est transformée en faille sismique. Un email a atterri dans ma boîte de réception venant d'un cabinet d'avocats à Bordeaux. Objet, confirmation requise pour votre statut de garant. Garant pourquoi ? J'ai ouvert le message et pendant un instant, j'ai oublié comment respirer. Il faisait référence à un prêt travaux d'environ 400 000 € contracté 2 ans plus tôt et selon les documents joints, j'étais listée comme caution solidaire. Je n'avais jamais rien signé pour eux, je ne l'aurais jamais fait. Mais le dossier incluait un scan de ma signature. Un seul coup d'œil et chaque nerf de mon corps s'est glacé, ils avaient imité ma signature sur un prêt massif, un prêt partiellement injecté dans la boutique de mode de Clara, celle dont elle se vantait comme si c'était son destin. L'humiliation de Noël prenait soudain un sens cruel. Ils avaient besoin que je sois petite, impuissante, plus facile à utiliser, plus facile à faire passer pour instable si jamais le prêt s'effondrait. Je suis restée debout dans le silence de ma cuisine, les lumières de la ville scintillant contre la vitre, et j'ai laissé la vérité s'installer comme de la glace dans mes veines. Ils ne m'avaient pas seulement jeté dehors, ils m'avaient volé. Et le pire, c'est qu'ils croyaient sincèrement en avoir le droit. Cette nuit-là, quelque chose en moi a fini de se briser pour commencer à s'aiguiser. La première chose que j'ai ressentie n'était pas de la colère, c'était de la clarté. Froide, stable, presque effrayante par le calme avec lequel elle s'installait dans ma poitrine. Pour la première fois depuis des années, je n'essayais pas de les comprendre, je n'essayais pas de les excuser, je n'essayais même pas de les reconquérir. J'avais simplement fini. Mais avoir fini ne signifiait pas partir, avoir fini signifiait tracer une ligne qu'ils ne pourraient plus jamais franchir. J'ai passé la matinée suivante à éplucher chaque document mentionné par le cabinet d'avocats. Paiement, facture, dossier lié aux rénovations de la boutique de Clara. Chaque piste menait à la même vérité, d'énormes sommes avaient été déplacées sans transparence et le prêt garanti par ma signature falsifiée glissait vers le défaut de paiement. S'il y avait défaut, la banque pouvait saisir les actifs, forcer une vente ou exiger le remboursement. Et si mon nom restait sur ces papiers, je serais entraînée avec eux. J'ai tout transféré à mon avocat à Paris. Il m'a appelé dans les minutes qui ont suivi. Chloé, ce n'est pas juste négligent, c'est délibéré. Je sais, ai-je dit. Êtes-vous sûre d'être prête à poursuivre cela ? Une fois la porte ouverte, elle ne se refermera pas sans bruit. C'est justement le but. Nous avons commencé le processus immédiatement, vérifiant les incohérences graphologiques, traçant les flux d'argent, documentant chaque pièce de fausse représentation financière. Et plus nous creusions, plus un schéma devenait clair. Ma famille avait bâti ses récentes améliorations de vie sur de l'argent emprunté. Pas gagné, pas économisé, emprunté avec mon nom comme filet de sécurité. Cette réalisation n'a pas fait mal. Ce qui faisait mal, c'était à quel point ils avaient dû trouver naturel de croire que je ne riposterais jamais. 3 jours après le début de l'examen, l'avocat a rappelé. Si le prêt continue de déraper, le créancier pourrait envisager de transférer le contrôle si un acheteur qualifié intervient pour absorber la dette. Et je suis qualifié, ai-je dit. Vous êtes plus que qualifié. Si vous voulez l'option de reprendre la dette, je peux lancer la procédure. J'ai regardé l'horizon parisien, les nuages bas sur la Seine. Faites-le. Cette décision a allumé une mèche. Au cours des 2 semaines suivantes, mon équipe et moi avons agi discrètement. Nous nous sommes positionnés pour acquérir légalement le prêt en cas de défaut, me donnant un levier sur la propriété et les choix financiers qui y étaient liés. Rien de tout cela n'était vindicatif, c'était une protection, ma vie, ma réputation, mon travail. S'ils m'entraînaient dans un désastre qu'ils avaient créé, je m'assurerais d'avoir le contrôle sur la façon dont ils se dénoueraient. Et pourtant, tout au long du processus, pas une seule personne de ma famille n'a appelé, pas pour s'excuser, pas pour expliquer, pas même pour mentir.
C'était presque poétique de voir à quel point ils étaient silencieux pendant que je construisais le dénouement même qui allait tout changer pour eux. À la 3e semaine, mon avocat l'a confirmé, le prêt entre en défaut. Vous êtes prioritaire. J'ai refermé mon ordinateur lentement, ressentant cette même clarté froide que la nuit où il m'avait mise dehors. Il y a 3 semaines, il m'avait dit d'aller vivre dans la rue. Maintenant, j'étais sur le point de posséder le sol sur lequel il se tenait. 3 semaines plus tard, le numéro de mon avocat s'est affiché sur mon écran alors que je sortais d'une réunion tardive. Sa voix portait ce genre de finalité qui règle tout ce que vous savez déjà. C'est officiel, a-t-il dit. Défaut déclenché. Vous contrôlez maintenant la dette et, de fait, tout ce qui y est lié. Tout. La maison familiale à Bordeaux, la boutique que Clara arborait comme une couronne. Le levier que ma famille n'avait jamais imaginé que je tiendrais. Je n'ai pas ressenti de triomphe. J'ai ressenti de la stabilité, comme si je me tenais sur un sol solide pour la première fois. Avancez, lui ai-je dit. Il n'a pas demandé si j'étais sûre. Plus maintenant. Nous avons passé 4 jours à préparer, rédiger des avis, définir les modalités de remboursement, structurer l'offre qui donnerait à ma famille 2 options, 1. Vendre et partir sans dette. 2. Entrer dans un contrat de location strict sous ma propriété. Pas de cruauté, pas de théâtre, juste des conséquences, juste, légales, humaines. Ce à quoi je ne m'attendais pas, c'était l'appel téléphonique de Bordeaux. Pas de mes parents. De Thomas. Chloé, dit-il, la voix basse et urgente. Tu dois savoir que Clara panique. Tes parents pensent que la banque vient pour eux. Ils ne savent pas que c'est toi. Une pause. Je ne pense pas qu'ils vont bien le prendre. J'ai failli rire. Bien le prendre ? Ils avaient imité ma signature, m'avaient humilié, calomnié, puis s'attendaient à ce que l'univers les protège des retombées qu'ils avaient créées. Mais je ne voulais pas leur panique. Je voulais leur compréhension, non pas de mon succès, mais des limites qu'ils avaient franchies. Alors j'ai dit à Thomas, retrouvez-moi au restaurant La Belle Vue. Dîner vendredi. Amène-les. Il a expiré comme s'il retenait son souffle. Il pense que le créancier veut négocier. Bien, ai-je dit. Laisse-les arriver en croyant ça. Vendredi est arrivé, froid et calme, une brume drapant les vitres du salon privé du restaurant. Je suis arrivé tôt, mon avocat à mes côtés. La table était dressée avec des bougies et une élégance sobre. Rien de tapas accent grave-l'œil, rien de vengeur, juste une scène pour la vérité. Quand la porte s'est ouverte, la première personne que j'ai vue était ma mère. Coiffure parfaite, maquillage impeccable, expression tendue par l'effort de prétendre que tout allait bien. Mon père marchait derrière elle, la mâchoire serrée. Clara fermait la marche, les yeux cernés de rouge mais provoquants. Ils ne m'ont pas salué. Je ne m'y attendais pas, Chloé, a dit ma mère avec précaution en prenant place. Nous apprécions que tu aides à organiser cette réunion avec la banque. Nous sommes convaincus que tout cela est un malentendu. Mon avocat a échangé un regard avec moi. Madame Mercier, a-t-il dit en posant ses documents sur la table. Il n'y a aucun malentendu et je ne suis pas l'avocat de la banque. Mon père a froncé les sourcils. Alors pourquoi êtes-vous ici ? Parce que, a répondu mon avocat en faisant glisser le premier dossier vers l'avant. Mademoiselle Mercier est la partie acquéreuse. Elle contrôle désormais la dette. Silence. Un silence épais, suffocant. Le souffle de Clara s'est coupé en premier. La main de ma mère a volé à sa bouche. Le visage de mon père s'est vidé de son sang. Je n'ai pas savouré l'instant. J'ai simplement regardé la vérité atterrir. Mon père a récupéré assez de force pour pointer les papiers d'un air accusateur. Tu as acheté notre prêt. Pourquoi ferais-tu ça ? Parce que, ai-je dit doucement. Vous avez mis mon nom dessus. Ma mère a secoué la tête rapidement. Nous pensions que tu comprendrais. Clara avait besoin d'aide. Ton père avait de bonnes intentions. Imiter ma signature, ce n'est pas avoir de bonnes intentions. Me traiter de raté à Noël, ce n'est pas de l'aide. Dire aux gens que je suis SDF, ce n'est pas de l'inquiétude. Clara a finalement craqué.
Pourquoi tu ne pouvais pas juste laisser tomber? Tu as de l'argent. Tu n'as pas besoin de ça. Je l'ai regardé comme je regarderais une étrangère qui se serait trompée d'histoire. Tu as raison. Je n'ai pas besoin de ça. Ce dont j'ai besoin, c'est que mon nom ne soit pas lié à un prêt en perdition que vous avez tous prétendu ne pas exister. Mon avocat a fait glisser le document suivant sur la table. Voici les conditions. Vous pouvez vendre la propriété et régler intégralement la dette. Ou si vous choisissez de ne pas vendre, Mademoiselle Mercier en assumera la propriété et vous pourrez rester en tant que locataire sous un contrat de location structuré. Nous devons louer notre propre maison, a chuchoté mon père. Ce n'est pas votre maison, ai-je corrigé. Plus maintenant. Clara m'a foudroyé du regard avec un mélange d'incrédulité et de fureur. Tu gâches tout. Non, ai-je dit, je finis ce que vous avez commencé. Ma mère a éclaté en sanglots calmes et brisés. Pas de culpabilité, juste la peur de perdre la vie qu'elle avait mise en scène pour l'admiration des autres. Nous sommes ta famille, s'étrangla-t-elle. Comment peux-tu nous faire ça? Je me suis penchée en avant, la voix stable. Vous m'avez appris exactement comment faire. Le soir où vous m'avez mise dehors, vous avez dit que je devrais aller vivre dans la rue. Vous avez dit que j'étais inutile. Vous avez dit que je n'avais rien. Mais la vérité, c'est que vous ne m'avez jamais connue du tout. J'ai laissé ces mots se poser avant de continuer. Je ne suis pas ici pour vous punir. Je suis ici pour me séparer de choix qui n'ont jamais été les miens. Mon père a expiré en tremblant, la colère fondant en quelque chose de brut. Qu'est-ce que tu veux de nous? Rien, ai-je dit. Pas d'excuses, pas de confession, juste la responsabilité de vos actes. Mon avocat a ajouté, vous avez 7 jours pour décider. La réunion s'est terminée sans étreinte, sans cri, juste un silence stupéfait. Ils ont quitté la pièce en paraissant plus petits que je ne les avais jamais vus. Clara s'est arrêtée à la porte, les yeux brillants. Tu aurais pu m'aider, a-t-elle chuchoté. Je l'ai fait, ai-je dit. Juste pas de la façon dont tu le voulais. Quand la porte s'est refermée derrière eux, j'ai laissé échapper un souffle que je retenais depuis des années. Pas de colère, mais de libération. Dehors, la brume s'était transformée en une pluie douce tapotant légèrement contre le trottoir. J'ai marché sans me presser, sentant le poids des attentes de ma famille glisser enfin de mes épaules. 3 semaines plus tôt, il m'avait dit d'aller vivre dans la rue. Ce soir, il sortait d'un bâtiment qu'il ne possédait plus. Et pour la première fois de ma vie, la distance entre nous ressemblait à la liberté. Au cours de la semaine suivante, le silence venant de Bordeaux a été plus bruyant que n'importe quel éclat de voix. Pas d'appel, pas d'explication, pas de changement soudain de cœur. Mon avocat me transférait les mises à jour au fur et à mesure, des messages courts et cliniques, notant leur hésitation, leur consultation, leur réalisation croissante qu'il n'y avait aucune échappatoire assez grande pour s'y faufiler. Le 7e jour, juste avant l'échéance, la décision est arrivée. Ils ont choisi de vendre. C'était l'option la plus intelligente, la sortie la plus propre. La vente a effacé la dette en totalité, libéré mon nom de tout lien et leur a laissé assez pour acheter un endroit plus petit à l'autre bout de la ville. Personne n'était ruiné. Personne n'était laissé désespéré. Ils devaient simplement vivre dans les limites qu'ils avaient ignorées pendant des années. La boutique de Clara n'a pas survécu à la transition. Sans le flux constant d'argent emprunté, elle a fermé en un mois. Elle a posté un message vague en ligne sur de nouveaux départs, sans jamais mentionner la vérité. Mes parents se sont retirés des cercles sociaux qu'ils dominaient autrefois, leur image curatée remplacée discrètement par quelque chose de plus humble. Et moi, je ne me sentais pas victorieuse. Je me sentais stable, entière. Je suis retournée à mon travail, ma vie à Paris, celle que j'avais construite sans leur validation. Pour la première fois, mon succès n'était pas quelque chose que je portais en silence. C'était simplement ma réalité, indifférente à leur reconnaissance. Parfois, se protéger n'est pas bruyant. Parfois, c'est choisir la paix si décisivement que rien de chaotique ne peut vous suivre chez vous. Je ne leur ai pas parlé depuis ce dîner. Et peut-être que c'est le signe le plus clair de la guérison, un silence qui ne fait plus mal.
J'ai construit une vie qui n'est pas façonnée par leurs attentes, leurs jugements ou leurs histoires réécrites. Une vie où ma valeur n'est pas sujette à débat.